Je tiens tout d'abord, mon cher Jacques, à te présenter mes plus vifs remerciements et à présenter mes remerciements à la Fondation Pitard de Landelin qui a soutenu ce projet de publication. Et puis je tiens à te remercier en tant que directeur de la Fondation Martin Bodmer pour nous accueillir aujourd'hui. Tu nous avais déjà accueillis le 22 février 2020, c'était il y a 1 an et demi, pour cette journée d'études intitulée « Louis Dumur, écrire pour combattre ». Mais là déjà un premier problème se pose. Ce double soutien de la Fondation Pitard de Landelin et de la Fondation Martin Bodmer pourrait être lu comme un problème. Car ce double soutien vient contredire mon propos. Comment pourrait-on m'objecter ? Osez-vous parler de conspiration du silence, alors même que vous sont ouvertes les portes de la Fondation Martin Bodmer, que le manuscrit de Narparis, dans l'exposition que tu mentionnais tout à l'heure, y a même été exposé aux côtés de celui de Guerre et Paix de Léon Tolstoï, tout de même, et que les éditions Métis Press ont accueilli votre ouvrage avec un réel enthousiasme. De quel droit utilisez-vous cette expression rebattue de conspiration du silence? En quoi cette expression est-elle opportune pour définir le cadre dans lequel s'épanouit, ou enfin plutôt ne s'épanouit pas d'ailleurs, l'œuvre de Louis Dumur? Et d'ailleurs, pourquoi tenez-vous tant à ce qu'on lise Dumur aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, du moins esquisser quelques éléments de réponse, je voudrais d'abord vous proposer une citation. La voici. « Je n'ai pas l'habitude de la persécution, ni l'habitude d'aller chez les libraires, voir si mes livres se vendent. Mais le fait est qu'il y a une conspiration du silence, après quoi on fait dire par des jeunes que je suis oublié. » Ces propos ne sont pas extraits d'une lettre de Louis Dumur. Ces propos ne sont même pas de Louis Dumur. Je les ai extraits du journal intime de Paul Morand à la date du 21 juin 1947. Morand, en 1947, se trouve en Suisse, vous vous en souvenez, du côté de Montreux. Il attend sur les bords du lac que s'apaise en France le climat particulièrement agité de l'épuration. Il évoque d'ailleurs dans une autre page de son journal intime la sensation d'étouffement qui le prend lorsqu'il pense à cette épuration depuis la fin des hostilités, sensation d'étouffement dont il rend parallèlement compte dans une nouvelle intitulée « Le dernier jour de l'Inquisition » qu'il rédige à Territé entre 2 séances de canotage. Mais quel rapport, me direz-vous, entre Paul Morand et Louis Dumur? Dumur a sans doute eu connaissance des premiers écrits de Morand, mais il n'y a pas vraiment prêté attention. Quant à l'auteur d'Ouvert la nuit, il n'avait qu'une bien piètre considération pour le Mercure de France, revue coupable à ses yeux de 2 délits majeurs. D'une part, elle ne s'ouvrait aucunement à ce qu'on pourrait appeler, faute de mieux, la modernité. Et puis d'autre part, elle pouvait difficilement étancher sa soif de mondanité. C'est donc à partir de cette expression de configuration du silence, engagée par Morand dans son journal intime, qu'on pourrait tirer un trait d'union entre nos 2 écrivains. Tous 2, c'est leur point commun, ont été rejetés, honnis, bannis, et ils l'ont été, à quelques différences près, dans des termes à peu près similaires. Ne pourrait-on, fort de cette conjonction, esquisser quelques hypothèses de lecture, définir de nouvelles pistes de travail, dans le domaine de la réception en littérature, par exemple, comme dans les déclinaisons des parcours respectifs de Dumur et de Morand. On pourrait songer, par exemple, aux liens existants entre littérature et histoire,
à la notion de sincérité, dont nous savons qu'elle est essentielle pour comprendre l'œuvre de Dumur, ou encore à la nature littéraire des textes produits par l'un et l'autre. Telle nouvelle de Morand ne s'apparente-t-elle pas à une simple chronique? Dumur ne pousse-t-il pas trop loin dans Narparis, notamment, son premier roman sur la Première Guerre mondiale, son goût de l'observation scientifique et de la description clinique, goût hérité de la lecture de Zola? Morand, dans la citation de 1947 que je vous ai donnée au début, prétendait, vous vous en souvenez, ne pas avoir l'habitude d'aller chez les libraires voir si ces livres se vendent. Dumur, de son côté, est beaucoup plus attentif à cet aspect des choses. Les notes conservées dans les caisses de manuscrits de la bibliothèque Carnegie de Reims le disent assez. Il regroupe en particulier les informations que lui communiquent ses principaux informateurs et ses principaux amis. Alors son meilleur ami, René Claparède, dont nous reparlerons tout à l'heure, mais également Pierre-Paul Plan, qui intervient à Genève dans les années 1920 au cours d'une querelle qui oppose Noël Roger à Alexis François et plus généralement au comité de la Société Jean-Jacques Rousseau. Je vous rappelle rapidement cette affaire qui est un petit peu embrouillée. Le 13 novembre 1922 meurt Théophile Dufour. Or, Théophile Dufour avait laissé en plan si je puis dire, une édition monumentale et des documents, édition de la correspondance de Jean-Jacques Rousseau et des documents relatifs à Jean-Jacques Rousseau. Et il était question de publier ces documents. Et celui qui devait être le maître d'œuvre de l'édition, c'était Alexis François, le secrétaire général de la Société Jean-Jacques Rousseau. Mais après la mort de Théophile Dufour, les relations se dégradent de manière considérable, relations d'Alexis François et de Noël Roger de son véritable nom Hélène Pitard, je crois, qui était la fille de Théophile Dufour. Et leur relation se dégrade à tel point que Noël Roger va publier en 1923 une lettre ouverte qui, au-delà de cette affaire Rousseau, va soulever des questions qui, précisément au même moment, sont au cœur de l'activité littéraire de Louis Dumur. Voici ce qu'elle écrit, je vous lis cette citation. « Les romanciers, écrit-elle à Alexis François, les romanciers essaient de projeter la vie dans leur fiction. Vous installez vos fictions dans la vie. Est-ce l'attitude qui convient à un éducateur, à un moraliste, à l'un des fondateurs de l'association des amis de la pensée protestante? » Une douzaine d'années avant cette affaire Dufour, Pierre-Paul Plan rendait compte à Dumur, qui est un de ses amis les plus intimes, la manière on ne peut plus sournoise, selon lui, dont s'exerçait à Genève, à l'égard de son œuvre, une discrète censure. Nous sommes le 27 novembre 1911 et je vous ai reproduit une partie de la lettre telle qu'elle est conservée actuellement aux archives cantonales vaudoises. Je vous en lis le texte, et y compris un morceau du texte qui est caché. Ce matin, passant au bourg de Four, j'ai vu à la devanture du kiosque un étalage de feuilles littéraires. Il y manquait le coco de génie, et je l'ai demandé à la préposée qui m'a répondu « Je n'en ai plus ». C'est la fin de la page de gauche. J'en ai justement demandé « J'en vends beaucoup ». Un petit peu plus loin. Votre brochure est toujours à l'étalage des libraires, mais à celui des kiosques, on la cache, ou quand on la montre, on a disposé la bande de telle façon qu'on ne lit plus que Louis Dumur, Les enfants, vient de paraître 50 centimes. Ce qui doit vous servir de renseignement pour l'avenir, pas de bande. Dumur va retenir la leçon. Il songe même à demander des comptes à la régie des kiosques Genevois. Et il en est finalement dissuadé par sa famille, et notamment par sa tante Claire,
Claire Eschmann du Mur, qui est une dame de 80 ans et qui veille sur son neveu. René Claparède lui avait du reste déjà signalé les difficultés rencontrées au sein du comité directeur du Signal, qui est le journal dans lequel il se proposait de délivrer un compte-rendu de l'école du dimanche. Voilà ce qu'écrit René Claparède, au regard consterné, qui croise le mien lorsque je parle avec éloge de ton livre, je vois que tu as une mauvaise presse verbale, chez les bien-pensants de mes amis du Signal et d'ailleurs. Et la lettre continue avec un court paragraphe où va se développer ce motif de la conspiration du silence. Le voilà. J'espère me tromper, mais il me semble qu'on se prépare à un étouffement de première classe. Il faut empêcher cette conspiration du silence. Si tu pouvais obtenir n'importe où un article de Paul Stapfer, ce serait une bonne aubaine. Il n'y a pas dans tout le protestantisme contemporain d'homme qui ait plus d'esprit que Stapfer. Et un petit peu plus loin, la page 317 de son livre semble écrite pour toi, pour la petite Églantine et pour Nicolas Pécola. Alors le livre de Stapfer, c'est Bossuet et Adolphe Monod, la grande prédication chrétienne en France, qui était parue à Genève en 1898. Vous voyez que dans cette citation, les termes utilisés sont à peu près les mêmes que ceux dont usera 36 ans plus tard Paul Morand, depuis l'étouffement jusqu'à la conspiration du silence elle-même. Or, c'est ici que le lecteur de ces débuts du XXIe siècle, en particulier le lecteur barbu que vous avez devant vous, est en droit de s'étonner. Que Morand ait eu quelques difficultés après la Libération ne surprendra personne. Ami de Pierre Laval, fût-ce pendant l'occupation, ambassadeur de l'État français en Roumanie puis en Suisse, soutien sans faille des autorités de Vichy, invité occasionnel mais invité tout de même à la table du maréchal Pétain, Morand pouvait difficilement passer pour un fervent gaulliste. Ce qui le distingue encore est son antisémitisme notoire, dont la citation du 21 juin 1947 que je vous ai livrée au début de cette intervention, si je la donne cette fois-ci sans coupure, oui j'avais fait une coupure, j'avais fait une censure, eh bien indique assez la virulence. Regardez vous-même ce qui a été supprimé et ce qu'il y a entre parenthèses. Il y a une conspiration du silence, entre parenthèses, influence juive, après quoi on fait dire par des jeunes, etc. etc. Mais du mur, en quoi l'auteur du Boucher de Verdun a-t-il mérité un pareil traitement? Que lui reproche-t-on? Sans doute a-t-il commis, pour reprendre l'expression d'Arnolphe dans l'École des femmes, un péché mortel des plus gros qu'il se fasse. Mais lequel? Sa personnalité serait-elle clivante au point de fédérer contre elle toute une génération d'écrivains et d'entraîner dans cette querelle, pour le moins étonnante, jusqu'à la postérité? Pourquoi refuse-t-on à Dumur d'entrer dans le panthéon littéraire genevois, au sein duquel, me semble-t-il, il aurait pourtant toute sa place? Alors pour répondre à cette question, j'ai lu un grand nombre d'ouvrages relatifs à la littérature de Suisse romande, et notamment le dernier d'entre eux qui vient de paraître, qui est tout à fait passionnant, je vous le recommande, c'est l'ouvrage de Sylviane Dupuis, intitulé « Au commencement était le Verbe », avec comme sous-titre « Sur la littérature de Suisse francophone du XXe siècle ». Il est inutile ici de présenter Sylviane Dupuis, auteur réputé, poète et dramaturge, essayiste confirmé, et qui, pendant 15 ans, a enseigné à l'Université de Genève, où elle a développé un enseignement tout à fait passionnant sur la littérature romande. L'ouvrage qu'elle propose aujourd'hui m'intéressait d'autant plus que, Jacques l'a dit tout à l'heure, j'ai été élu à l'Université de Lyon et j'ai pris en charge un cours de littérature francophone qui a été axé sur la littérature romande. Il y aura donc à l'Université de Lyon 3 l'an prochain un cours de littérature suisse romande. Et je compte inviter d'ailleurs plusieurs des personnes qui se trouvent dans cette salle à venir présenter les œuvres d'Alice Riva notamment, ou de Georges Attas.
Alors après avoir, si je m'intéresse au livre de Sylviane Dupuis, elle rappelle d'abord, dans son introduction, que tout texte littéraire suppose la mémoire d'autres textes que l'écriture exhibe ou cache et transforme. Et elle voit dans les écritures le texte originel à partir duquel s'élaborent les œuvres d'une grande majorité d'écrivains suisses francophones au XXe siècle, l'élément, si vous voulez, perpétuel d'un palimpseste en continuelle reformulation, en continuelle recomposition. Et c'est cette omniprésence des Écritures qui, selon elle, se justifie et reçoit une justification historique. Voilà ce qu'elle écrit. C'est qu'avant les années 1970, où tout commence à changer, la Suisse romande n'a pas du tout pris ses distances avec la Bible et l'éducation religieuse, autant que la France laïque, héritière de la Révolution, des avant-gardes et du surréalisme. Alors il y a un appel de note à surréalisme. Je vous livre la note. Je suis allé à la fin de l'ouvrage et on y apprend que certes, la majorité des écrivains romans sont d'imprégnation religieuse, mais qu'il faut néanmoins en excepter le poète jurassien Werner Renfer, mais aussi Pierre Chapuis, Alexandre Voisard, Vaïgodel, voire Gustavou, et bien entendu Blaise Cendrars. Quant à Ramu, eh bien, on connaît son profond agnosticisme. Eh bien, n'a-t-il pas déclaré dans une page de son journal qu'il n'y a pas de poésie sans religion ? Et que la poésie, je le cite, était l'introduction en toute chose du sacré ? Il est donc clair, et c'est le premier postulat que nous propose Sylviane Dupuis, que pour les auteurs issus de Suisse romande, et je la cite, les Écritures, la Bible, vont continuer de représenter un soubassement imaginaire et symbolique, mais aussi formel et poétique, voire éthique ou métaphysique, tout à fait déterminant. Et elle utilise, pour conclure le chapitre dans lequel elle évoque cette hypothèse, elle utilise une formule qui est bien trouvée. La Bible est pour la littérature suisse romande un véritable livre matrice. Livre matrice. Vous le comprenez, rien de plus étranger à Louis Dumur que ce double héritage. Que nous dirait Louis Dumur s'il avait lu Sylviane Dupuis ? C'est Louis Dumur qui parle, hein, c'est pas moi. Non, la littérature suisse-française, devenue d'ailleurs au fil du temps littérature francophone, il faudra qu'on s'interroge là-dessus, n'est pas nécessairement tributaire d'une lecture, fût-elle quelque peu lointaine et désacralisée, du texte biblique. Non, la littérature française des années 20 n'est heureusement pas réductible à une relecture de la Révolution ou à l'instauration d'une forme aiguë de laïcité appelée à investir l'ensemble de la production artistique. Non, enfin, l'écriture en Suisse romande n'est pas de nature avant tout poétique, il y a d'autres formes littéraires, et c'est là d'ailleurs le second postulat de Sylviane Dupuis. Alors, rien d'étonnant dans ces conditions que le nom de Louis Dumur n'apparaisse à aucun moment dans son ouvrage, qui est pourtant richement documenté et profondément intéressant. Comment le pourrait-il ? Que viendrait y faire un auteur dont on a souvent dit qu'il était voltairien, qu'on a soupçonné d'athéisme, et qui, pour échapper à l'emprise de la religion de son enfance, pour vouloir libérer du dogme le petit Nicolas Pécola que vous voyez ici, la petite Églantine que vous voyez également, croquée par le dessinateur Gustave Wendt, pour vouloir fustiger tous les pasteurs Babel de la création, nombreux, nous dit Dumur dans une lettre, surtout à Genève, a été décrété mauvais roman. Car telle est bien la première raison de l'éviction de Louis Dumur hors du champ de la littérature suisse de langue française. Il a, en se détournant de l'Évangile, trahi la cause d'un pays, la Suisse romande, et d'une ville, Genève, dont l'identité se fonde, si l'on en croit certaines traditions, sur une fidélité accrue aux Saintes Écritures. Il suffit de rappeler quelques-unes des réactions suscitées par la publication de l'École du dimanche,
pour mesurer l'ampleur du malaise dans lequel l'apparition du cousin Gaubernard, que vous voyez ici, plonge les Genevois de 1912. Le cousin Gaubernard, je vous le rappelle, c'est un libre penseur. C'est lui qui, à l'occasion d'une promenade sur le Salève, tout près d'ici, déchristianise le jeune Nicolas en attirant son attention sur les invraisemblances contenues dans l'Ancien Testament. Virgile Rosset, dans le National suisse du 2 juillet, parle, je le cite, de la promenade gastronomique, pédagogique et théologique où un voltairien bedonnant exerce une impitoyable critique des dogmes enseignés à l'école du dimanche. Même propos chez Gaspard Valette. Pour lui, si Gaubernard goberge le petit Nicolas de victuailles et de liquide, il lui sert en même temps, je cite Gaspard Valette, tous les arguments anti-religieux et anti-chrétiens qu'il a pu puiser dans la lecture assidue du dictionnaire philosophique. Robert de Thras, je ne vais pas tous vous les citer, juste les principaux, rassurez-vous. Robert de Thras, lui, nous dit, oh là là, Dumur déteste les pasteurs. Ça, on ne pourrait pas lui donner tort, ce sera difficile. Et il les plaisante, continue Robert de Thras, à la manière et à la suite de Voltaire. Bien plus qu'une simple histoire amusante, il présente avec l'école du dimanche une satire et une apologie. Alors regardons ce qu'écrit Robert de Thras, vous allez voir, c'est particulièrement intéressant, je vous ai mis cette citation, c'est paru dans les feuillets en juillet 1911. Ces arguments contre le christianisme ont un relent du XVIIIe siècle. Serait-il dû à l'influence du Mercure et au voisinage de M. Rémy de Gourmont, qu'on pourrait bien surnommer le dernier des encyclopédistes? Quoi qu'il en soit, M. Dumur voit, dans les écoles du dimanche, une tentative abominable de duper et de faire souffrir les enfants. Personnellement, j'ai gardé de la mienne un souvenir un peu différent. Nous étions de bons petits garçons, au nez en l'air, à la bouche ouverte, pour chanter d'attendrissants cantiques, et très réjouis par l'approche de Noël. Il n'importe d'ailleurs. M. Dumur joint à cette satire des traits comiques, d'une vérité certaine et d'une verve à droite. Mais il y a aussi dans son livre une apologie, celle de la réforme. L'auteur écrase Jésus-Christ, vous savez, l'infâme. Mais c'est pour mieux exalter Calvin. Et le châtelain de Tournai n'irait certes pas jusque-là. Pour M. Dumur, la réforme, c'est la critique, c'est la révolution, c'est la libre pensée. Dans la dédicace du volume qu'il a bien voulu m'envoyer et dont je le remercie, il définit son livre, celui d'un protestant qui va jusqu'au bout du protestantisme. Vous voyez dans ce texte comment se profile lentement l'exclusion de Dumur qui se fait en 3 temps. L'auteur de l'école du dimanche se trompe d'abord d'époque. C'est un homme du XVIIIe siècle qui est né par erreur à la fin du XIXe. Et auquel le contexte particulier de ce début du XXe siècle, avec la séparation des églises et de l'État, la commémoration du bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, les tensions internationales très fortes entre 1908 et 1910, etc., enfin bref, offre une tribune inespérée. Dumur se trompe ensuite de lieu. Était-ce depuis Paris qu'il convenait d'évoquer une réalité genevoise à laquelle ses collègues du Mercure ne pouvaient au mieux qu'être indifférents, et il suffit pour s'en convaincre de lire le journal littéraire de Paul Léotot. Dumur se trompe enfin de cible. On ne sait d'ailleurs pas vraiment à qui il en veut. Est-ce seulement au pasteur de Genève, dont la figure de Babel offre une vivante caricature? Est-ce à la religion elle-même, et dès lors dans le sillage de Voltaire à toutes les religions, du moins toutes les religions révélées? Comment peut-on sauver Calvin de cette critique anti-religieuse? Bref, autant de questions, vous le voyez, contenues en filigrane dans l'analyse de Robert de Thras. Et Robert de Thras va prononcer dans la deuxième partie de son article le mot définitif, celui de la condamnation, celui de l'exclusion. Voilà ce qu'il écrit, je vous le cite.
Je ne partage pas du tout sa manière de voir. Et je regrette de n'avoir pas plus de place pour dire pourquoi. Monsieur Dumur ne va pas jusqu'au bout du protestantisme, il en sort. Il en sort. Vous avez lu, je pense, la trilogie genevoise, la grande majorité d'entre vous, hein, Les Trois Demoiselles du Père Bert, Le Centenaire de Jean-Jacques, qu'on évoquait tout à l'heure depuis l'école du dimanche, et vous vous souvenez des démêlés du père-mère et de l'infâme Salignon qu'il bat au point de le faire saigner et de lui arracher une oreille d'ailleurs, bref, illustré ici par Gustave Eidt. Eh bien, jamais quelles qu'eussent été les perfidies de Salignon, ce mince drôle, je cite, Dumur avec sa face vulpine, ses oreilles décollées et ses attaches noueuses, jamais il ne fut venu à l'esprit du régent de Septième de l'exclure de la classe. Pour tout dire, je cite le roman, Salignon avait le droit de faire à peu près ce qu'il voulait, sauf du bruit. Or, c'est bien d'une menace d'exclusion dans le roman que le père-mère est victime lorsqu'il rencontre Ambroise Porterel, le conseiller d'État chargé de l'instruction publique, et c'est de la même manière d'une exclusion dont Dumur est victime à partir du moment où il sort, pour reprendre l'expression de Robert de Thras, du protestantisme. Alors j'arrive presque à me demander si, au-delà du cas particulier constitué par Louis Dumur, la littérature romande n'est pas en train de vivre un quiproquo de même nature. Si ses défenseurs ne sont pas en train de se livrer quelquefois à leur insu à un exercice du même genre. Il faudrait, pour être pleinement intégré au champ de la littérature suisse romande, être résident, parler du pays, je n'ose prononcer le mot de terroir, ne pas trop critiquer les institutions en place, trouver dans le texte biblique, à défaut d'une vraisemblance factuelle évidemment impossible à valider sur le plan historique, une vérité morale, et enfin se définir par opposition à ce qui se fait ou se défait au même moment à Paris. Tout écrivain, toute personnalité qui ne répondrait pas à l'ensemble de ces critères se trouverait irrémédiablement exclu du panthéon littéraire roman. Et pour Dumur, l'affaire est encore beaucoup plus grave. Car s'il ne correspond pas, et même pas du tout, à l'image qu'on se fait dans certains milieux d'un écrivain roman, s'il ne répond pas à ce fantasme d'une littérature suisse de langue française en adéquation constante avec le message biblique, il est encore moins susceptible de répondre aux exigences morales qui sont celles à son époque de tout écrivain genevois et qui se définissent en deux mots, consensus et modération. Dumur n'est pas quelqu'un de consensuel et c'est tout sauf quelqu'un de modéré. Il faut le reconnaître. C'est vrai lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale et que Dumur publie un certain nombre d'articles très violents, il faut le dire, au Mercure de France, articles qu'il réunit dans son recueil Les Deux Suisses, dont le titre, Les Deux Suisses, est évidemment une réponse aux Deux France, publié par Paul Zeipel quelques années auparavant. C'est vrai encore lorsqu'il développe les 3 premiers volumes de sa tétralogie guerrière, Narparis, le boucher de Verdun et les défaitistes. Je vous ai mis à l'écran une des citations, enfin les vers que Dumur met sur les exemplaires qu'il offre à ses amis. Ici, son ami Marcel Rouff. Tu trouveras ici, travaillant pour le Boche, le sombre Morisot et le gros Georges Pioche. Vous voyez, c'est pas du tout consensuel, et encore, ces 2 vers-là sont modérés par rapport à d'autres que la pudeur m'interdit de dévoiler ici. C'est donc le cas lorsque Dumur interroge de manière agressive l'attitude de certains États neutres face aux souffrances de ses voisins, et notamment au moment de l'invasion de la Belgique. C'est encore plus vrai lorsqu'apparaît le dernier volet de cette tétralogie guerrière, intitulée La Croix-Rouge et la Croix-Blanche ou la guerre chez les neutres, dont le titre dit assez quelle est la cible, cette fois-ci choisie par Dumur. Nous attendons tous, avec une grande impatience, l'édition critique de ce texte, qui, j'espère, sera menée à bien par une éminente spécialiste de Dumur, très au fait des questions liées à la Croix-Rouge et auteur d'un très beau livre sur Gustave Eidt. Suivez mon regard. Permettez-moi
rappeler en quelques mots l'intrigue de ce roman, même s'il est peu probable qu'il se trouve dans cette salle quelqu'un qui ne l'ait jamais lu. Auquel cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire de la soirée. Nous sommes à Genève, en 1914, au moment des fêtes de juin, quelques semaines donc avant le déclenchement du premier conflit mondial. Simon de Cergy, qui est un jeune aristocrate genevois, est amoureux de Clermont de Talatin, qui est la fille du banquier du même nom. Clermont, hélas, tombe sous le charme d'un officier bernois, Berthold von Giesbach. Le mariage est décidé. Le malheureux Simon de Cergy se console comme il peut. Il est soutenu par son ami, l'avocat Cabriole, et puis également par son fidèle serviteur Gédéon, qui agit un petit peu dans le roman comme une espèce de père de substitution. La guerre survient. Le mariage est repoussé. Et certains personnages historiques vont alors entrer en scène. Gustave Ador, le premier d'entre eux, mais aussi le général Ulrich Will, lors de sa visite de l'agence des prisonniers de guerre, et jusqu'à Lénine, qui donne lieu à une abondante description, et cette description annonce, en cet été 1925, date de parution du roman, la tétralogie russe à laquelle Dumur commence à travailler cette même année. Voilà la description physique et morale de Lénine. Je ne résiste pas au plaisir de vous la lire. C'était une sorte d'extraordinaire tatar, lucide, trapu, brutalement charpenté, au masque touranien jauni de taches de son, au vaste front proéminent, chauve jusqu'à la moitié du crâne. Les yeux minces et luisants se fermaient à demi, s'étiraient, se bridaient sous des sourcils obliques. Un gros nez aux narines épatées surmontait une maigre moustache et des lèvres charnues. Une barbiche informe aux poils ternes s'attachait comme une broussaille au menton rocheux. Le geste était lent, rare, têtu, la voix monotone, sèche, dominatrice. De forts roulements des épaules basses, plissement du front sans cesse houleux, marquaient la tempête intérieure. Alors, il y a un souvenir de Victor Hugo, vous l'avez bien compris, la tempête sous le crâne, on est dans Les Misérables. Bien. Eh bien, il suffit de comparer ce portrait physique à celui qui nous est proposé du héros, Simon de Cergy, dans les toutes premières lignes du roman, pour comprendre quelle est la stratégie d'écriture de Dumur et l'orientation de son pamphlet. Voici la description de Simon de Cergy. Le jeune homme sauta hors du lit. Sa longue chemise de nuit aux applications mauves drapait un corps de faible stature, à la musculature frêle et peu modelée. Au-dessus du col rabattu, la tête s'amenuisait dans une laideur sympathique. Une vague de cheveux ondés baignait le front pur où effleuraient des yeux cristallins. Simon de Cergy, vous le voyez, c'est d'abord une œuvre d'art. C'est un de ces personnages diaphanes dont nul ne pourrait imaginer qu'il puisse exister dans la vie réelle. La longue chemise de nuit, la musculature frêle et peu modelée, avec, vous l'aurez remarqué, le choix d'un vocabulaire précisément axé sur l'art de la statuaire. Les cheveux ondés qui baignent le front pur, tout cela, ça évoque un univers symboliste, bien plus proche de Maeterlinck ou de Rodenbach que des tranchées de la Première Guerre mondiale ou des rues de la vieille ville de Genève. Alors Simon et Lénine ont certes un point commun, ils sont laids tous les deux. Mais là où la laideur sympathique fait basculer Simon de Cergy dans l'univers du conte, et là, on retourne à Perrault, on est dans La Belle et la Bête. La bête va soudain se révéler d'une beauté morale qui va transcender tout l'univers du roman et emporter l'adhésion de Clermont de Talatin. Eh bien, là donc où le premier arrive à ses fins, le caractère repoussant de Lénine, en revanche, est lui en parfaite adéquation avec la répulsion naturelle provoquée ou suscitée par ses intentions politiques, d'ailleurs révélée au style direct, quelques pages avant le dénouement du roman. Voilà ce qu'il dit
à Berthold von Giesbach, « Votre confiance, je n'en ai pas besoin. Je la méprise. Je crache dessus. Je ne travaille pas pour vous, mais pour la cause. Je travaille pour moi. Et vous y passerez aussi, brigands. Je vous l'ai dit, vous ne perdrez rien pour attendre. Après la Russie, ce sera le tour de l'Allemagne. » Le procédé littéraire est très clair. Vous le voyez, les personnages de la Croix-Rouge et de la Croix-Blanche se partagent en deux groupes distincts. D'un côté, les figures centrales du récit, fragiles, évanescentes, transparentes. Ce sont Simon de Cergy, Clermont de Talatin. Le nom d'ailleurs est tout à fait amusant. Hein. Clermont, c'est sans doute une cousine de Péléas, citoyenne elle aussi ou sujette du royaume d'Allemande. L'avocat Cabriole, qui est un peu le gobernard de ce roman, puisqu'il se goberge d'ailleurs lui-même du chocolat que lui verse le domestique Gédéon, en l'accompagnant de force brioche. Et puis on a Berthold von Giesbach, qui, même s'il est le méchant de l'affaire, n'en obéit pas moins sur le plan de la composition aux mêmes impératifs que ses camarades de Genevois. Et puis de l'autre côté, nous avons tous les personnages historiques. Qu'ils fassent une discrète apparition, il y en a une trentaine tout de même, par exemple Bernard Bouvier, Paul Zeipel, quelques autres, ou qu'ils s'ancrent au contraire de manière prolongée dans le récit. Je laisse à Madame Dubosson le soin de nous dire en son temps ce qu'il faudra penser de la présence remarquée de Gustave Ador. Je laisse à M. Jacques Schroll, premier doctorant sur Louis Dumur, dans un article futur, comment il convient d'analyser celle du général Ville. Et j'en viens à cette figure emblématique qui est entre les deux, à la fois personnage historique et personnage central du récit, le banquier Pyrame Talatin, qui avec beaucoup de mesures, mais le terme est à prendre dans son sens exclusivement mathématique, spécule sur la durée de la guerre. De vastes affaires se créeraient, d'énormes entreprises qui assureraient des bénéfices fabuleux à ceux qui en prendraient l'initiative ou y apporteraient leur participation. Il en serait de même d'un grand nombre d'affaires déjà existantes, qui par leur genre d'exploitation ou leur activité transformée pourraient devenir des fournisseurs de la guerre. Sans sortir de Suisse, tout ce qui concernait l'alimentation, les condensés, chocolat, biscuits, conserves de fruits, salaisons, fromage, était destiné à d'incommensurables prévalues. Le commerce des bestiaux prospérerait, les fabriques de produits chimiques donneraient de l'or, les usines et établissements métallurgiques en fonderaient des fortunes, et par-dessus tout régneraient les transports. Investir des capitaux dans d'aussi merveilleuses affaires, ce serait doubler, tripler, décupler les sources des revenus à condition de savoir s'en retirer au moment opportun. À ces brillantes perspectives, l'imagination de M. Talatin s'enfiévrait. Il voyait les dividendes, les parts se gonfler, les évoluements d'administrateurs, les jetons de présence se multiplier, les bénéfices proliférer. Et devant ses yeux agrandis, les millions et les millions, s'engendrant les uns les autres, dansaient une sarabande éblouissante où l'or français, les marques allemands, les livres sterling, les florins et les roubles après de furibonds entrechats venaient s'engouffrer derrière la soie brochée d'aigles et de couronnes qui couvrait l'antre de son coffre-fort. Aussi, bien qu'il fût philanthrope et bon chrétien, M. Pyrame Talatin se prit-il à souhaiter dans le fond de son cœur que la guerre fût longue. La satire, vous le voyez, par la pointe finale, est extrêmement violente. Et cette violence a suscité d'abondantes réactions. C'est en Suisse alémanique que circulent en premier lieu des articles éminemment réprobateurs. D'abord dans la Neue Zürcher Zeitung, puis à partir du 6 août 1925 dans les Freiburg Nachrichten avec ce titre « Ein Pamphlet eines Schweizers gegen die Schweiz ». C'est ensuite, en date du 8 septembre, la Gazette de Lausanne, qui, sous la plume de Georges Rigassi, qui n'est pas vraiment un ami de Dumur, vous allez voir, va prendre le relais. L'article s'intitule « À propos d'un mauvais livre » et son accroche donne le ton. Le roman de Dumur est un mauvais livre que personne, en dépit de son beau titre si trompeur, ne doit regretter de ne pas avoir lu.
Voilà, s'il y en a donc dans cette salle qui n'ont pas encore lu La Croix-Rouge et la Croix-Blanche, eh bien, ils sont sauvés par Georges Rigassi. Il a été écrit, continue Rigassi, dans le seul dessein de nuire à notre pays, et plus encore à nos compatriotes établis en France. Il rappelle le manque de pudeur d'un écrivain qui semble s'ingénier à dénigrer sa patrie et qui paraît exploiter ces dénigrements en vue d'un succès de librairie. Fin de citation. Et puis d'ailleurs, à quoi bon ranimer les dissentiments oubliés depuis maintenant 7 ans? Louis Dumur n'a pas, c'est la conclusion sous forme de pointe elle aussi de l'article de Georges Rigassi, Louis Dumur n'a pas l'âme suisse. Il n'a pas l'âme suisse. Les événements vont se suivre alors avec une inconcevable rapidité. Le 10 septembre, Louis Dumur répond en écrivant une très longue lettre à la rédaction de la Gazette de Lausanne. Mais c'est seulement une petite partie de cette lettre qui est publiée dans l'édition du 15 septembre. Dumur s'y défend d'avoir écrit des romans trop favorables à la France. Je cite 3 lignes de cette lettre. « Si c'était la France qui avait voulu la guerre, violer la Belgique, brûler Louvain, bombarder des cathédrales, couler le Lusitania, déporter les populations civiles, instaurer la guerre des gaz, établir le blocus sous-marin et déchaîner le bolchevisme, ce n'est pas contre l'Allemagne qu'auraient témoigné mes livres, mais contre la France. Quant à l'accusation principale, ce qu'il écrit contre son pays est odieux, et notamment puisqu'il l'écrit depuis l'étranger, eh bien cette accusation, nous dit-il, se retourne contre Rigassi et contre tous ses amis. On croyait en effet jusqu'à présent que la Suisse était tout entière inféodée à l'Allemagne, qu'elle faisait bloc avec le gouvernement des pleins pouvoirs, avec l'état-major, qu'elle se trouvait finalement une âme commune avec Hoffmann et avec les colonels. Or, lui-même a montré par son roman, je le cite, qu'il y avait une partie notable du pays qui réprouvait une politique néfaste et avait fait les plus valeureux efforts pour ramener la vieille confédération à ses traditions de dignité et d'indépendance. Loin donc d'avoir desservi la Suisse, Dumur estime lui avoir au contraire rendu le plus important des services en redressant l'opinion que l'on se faisait d'elle à l'étranger. Alors que la Gazette de Lausanne ait tronqué cette réponse, qu'elle l'ait mutilée est une chose. Mais les choses, justement, ne vont pas en rester là. Au début du mois de novembre, les Nouvelles littéraires vont publier un article d'Edmond Jaloux, qui est pourtant l'un des anciens amis de Dumur, mais qui va se retourner contre lui, article dirigé contre la Croix-Rouge et la Croix-Blanche. Parallèlement, les recensions défavorables vont se multiplier, en Suisse du moins, et la Gazette de Lausanne refuse de faire paraître les réponses que Dumur lui renvoie. Il faudra attendre 1932 et la préface d'un estomac d'Autriche que Louis Dumur se propose de publier en volume pour relancer le débat. C'est d'ailleurs en date du 7 octobre 1932 qu'il adresse à l'un de ses confrères, que nous n'avons pas réussi à identifier malheureusement, le texte d'un long article qui lui avait été demandé jadis, dit-il, pour une publication romande et qui n'a jamais été publié. Alors nous allons le publier avec Isaac Genoux dans une édition critique d'un estomac d'Autriche aux éditions Classiques Garnier à la fin de cette année. Cet article est intéressant puisque Dumur y retrace la manière dont a été organisé, dont a été orchestré le silence autour de son œuvre. Voilà ce qu'il écrit. On a très mal pris en Suisse cette vérité, la vérité sur la neutralité helvétique. On n'a pas manqué, bien entendu, de la taxer de mensonge. Pas tout de suite, d'ailleurs. On voulut au début garder le silence, considérer le livre comme inexistant. Ce fut le mot d'ordre qui courut dans la presse romande et qui fut un temps religieusement observé. À telles enseignes que le vaillant Pilori, surpris de ce silence étrange fait par les journaux autour d'un livre dont tout le monde parlait, publia un article sous le titre « Ce qu'on n'ose pas dire » et que le Trait Rouge travaille, en Suisse, chose bizarre, les socialistes me défendent, en publia 3 sous la rubrique « La presse romande boycotte ».
Dumur a néanmoins des soutiens, et son soutien le plus fervent, c'est sa tante, dont je vous parlais tout à l'heure, Claire Eschmann Dumur, vieille dame donc de plus de 80 ans, qui a encore d'ailleurs plus de 12 ans à vivre, et qui écrit à Rigassi, qui se plaint à Rigassi, qui écrit à droite, à gauche, et qui, en toute occasion, défend l'honneur bafoué de son neveu. Passons sur le caractère anecdotique de cette correspondance, mais c'est quand même très intéressant la manière dont elle évoque elle-même cette conspiration du silence à propos de la Croix-Rouge et de la Croix-Blanche. Voilà ce qu'elle écrit le 1er septembre 1925. « Les journaux de la Suisse romande sont en effet dignes de mépris. Quelle piètre tactique que la leur! Convenir du silence, puis accueillir la calomnie avec défense d'y toucher. On ne saurait mieux faire montre de pauvreté d'esprit et de perfidie. Comment se fait-il que pas un seul d'entre eux ne surgisse du tas avec une arme plus loyale et ne tienne pas à redresser les faits, tout au moins? En croyant Rigassi incapable de se laisser embrigader, je lui faisais tort. À bas les conseils d'administration et les comités, dans un pays d'hommes libres, ils devraient être interdits. » Apparemment, avec cette dernière phrase, on voit que Claire Eschmann-Dumur est une lectrice assidue de Jean-Jacques Rousseau, et c'est une autre histoire. Alors il serait certainement possible de retrouver chez la plupart des correspondants de Louis Dumur ce motif de la conspiration du silence qui reçoit de son vivant, sinon une justification, du moins une explication politique. C'est moins l'écrivain qui est rejeté que le pamphlétaire, l'accusateur public, le contestataire, le gêneur, celui qui ne cesse de poser des questions, qui en pose même trop, et qu'il s'agit bel et bien, au premier sens du terme, de réduire au silence. Mais la conspiration du silence connaît, pardonnez-moi cette expression liée à l'actualité, une deuxième vague qui survient juste après sa mort et qui va couvrir tout le XXe siècle et même le début du XXIe. C'est alors l'écrivain qui est nié, non seulement dans son propos, mais également dans son écriture. Le rejet d'abord politique devient alors poétique et se caractérise ou se définit par le même mot. Louis Dumur n'est pas un écrivain roman. Encore inclus dans les grandes sommes critiques du début du XXe siècle, et je pense au livre d'Alfred Berchtold, il disparaît corps et bien après la Seconde Guerre mondiale dans les diverses anthologies ou les histoires de la littérature suisse romande et ne doit d'éventuelles résurgences qu'à la faveur de dates anniversaires. Encore se limite-t-on à la seule trilogie genevoise, intéressante mais inoffensive. On parle peu des romans de guerre, de la tétralogie slave ou des articles critiques parus pour l'essentiel dans les colonnes du Mercure de France et qu'il s'agirait de relire aujourd'hui. Du coup, la question qui se pose aujourd'hui, s'agissant de l'œuvre de Louis Dumur, est celle des modalités de sa redécouverte. Quel texte faut-il proposer au lectorat suisse et français? Quelles investigations critiques doit-on privilégier? Faut-il insister sur la querelle de la neutralité, essentielle pour comprendre la désaffection qui a frappé l'œuvre pendant plusieurs décennies? Doit-on, au contraire, proposer une vue surplombante de la production de Dumur de façon à avoir une idée plus juste de son parcours? Quelle direction prendre sur le plan épistémologique? Doit-on traiter la tétralogie guerrière sous un angle historique, au risque de renouveler le quiproquo qui fut celui de bon nombre d'observateurs, à commencer par Jean Norton Cru, ou plus proche de nous, Pierre Chentiès? Peut-on se contenter d'axer la réflexion sur le seul art de la composition? Que faire de la personnalité, pour le moins troublante, il faut le reconnaître, d'un écrivain qu'hormis les repas gastronomiques auxquels il participe quelquefois et dont il vient conserver tous les menus, sans exception, eh bien, on ne sait à peu près rien de sa vie personnelle. La Société Louis Dumur a été fondée en 2011, il y a très exactement 10 ans. Elle a publié 7 et bientôt 8 cahiers Louis Dumur aux éditions classiques Garnier, Jacques y faisait mention tout à l'heure, y faisait allusion tout à l'heure,
Elle a favorisé la tenue des 3 expositions pour le moment consacrées à Louis Dumur et respectivement présentées à la Bibliothèque Carnegie de Reims, aux archives cantonales vaudoises et aux archives d'État de Genève, et elle s'est investie dans la publication de plusieurs textes de Louis Dumur. Aux éditions Infolio, un estomac d'Autriche, avec une introduction de Nicolas Gex, Narparis, que j'ai présenté avec Françoise Dubosson dans la même collection. Ces 2 textes feront d'ailleurs prochainement l'objet d'une édition critique beaucoup plus importante, un estomac d'Autriche avec Isaac Genoux, ici présent comme un des maîtres d'œuvre, et qui verra le jour à la fin de cette année aux éditions classiques Garnier, et puis celle de Narparis, qui constituera l'armature de la thèse de doctorat que Jacques Schroll, ici présent, soutiendra en 2022 ou 2023 à l'Université de Lyon 3. Et puis le présent ouvrage, celui que nous présentons aujourd'hui, a pour but, effectivement, dans une vision synthétique, de présenter Dumur à celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, avec un accent plus particulièrement, en mettant l'accent sur son rapport à Genève, à la ville de Genève, et de préciser donc les termes du débat que tous ses amis souhaitent engager aujourd'hui sur la place publique. Parce que c'est ça le plus important. On peut ne pas aimer Dumur, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne peut nier qu'il existe. Et c'est cela que nous souhaitons dire aujourd'hui. Alors les projets d'avenir, pour conclure, parce que j'espère que Dumur a un avenir tout de même. Enfin, et si vous êtes là ce soir, c'est bien le cas. C'est bien. Les projets d'avenir sont orientés dans 2 directions. L'exploitation et la publication des archives les plus significatives de Louis Dumur et l'inclusion de son œuvre dans une réflexion critique sur les écrivains de la revue. Un exemple de publication à venir est celle de l'ensemble des lettres échangées par Louis Dumur et son ami René Claparède. Le fonds Claparède, récemment conditionné et catalogué par le département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève, nous permet en effet de disposer d'une base documentaire tout à fait considérable et nouvelle, qui vient éclairer certains aspects encore mal connus de la production de Louis Dumur. Je pense par exemple à son implication dans les affaires du Congo ou dans celles du Maroc. Le terme d'écrivain de la revue, quant à lui, est né à la fin du siècle dernier, en 1999 pour être précis. Il a été employé toutefois une première fois, de manière un petit peu hasardeuse, en décembre 1983, sur la couverture d'une revue intitulée Autour de la littérature, où plusieurs éditeurs présentaient quelques auteurs méconnus, comme Raymond Guérin par exemple. Il sera repris dans la revue Roman 2050, et cette expression va connaître un développement spectaculaire grâce aux contributions critiques de Bruno Curatolo, qui était professeur à l'Université de Franche-Comté, qui est malheureusement décédé maintenant, mais qui nous avait fait l'amitié d'une très belle conférence aux archives cantonales vaudoises sur Louis Dumur. Grâce aussi au talent de François Ouellette, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors actuellement, sans entrer dans les détails, un projet international est à l'étude qui lie plusieurs institutions européennes en Suisse, en France, au Portugal et des institutions nord-américaines autour de ce phénomène de la revue littéraire. Et dans ce phénomène, évidemment, l'exemple phare sera celui de Louis Dumur. C'est dire que tout est fait, tout sera fait pour briser ce plafond de verre que constitue la conspiration du silence dont Dumur se dit victime et qui, c'est du moins mon intime conviction, nuit beaucoup aujourd'hui à la reconnaissance d'un authentique patrimoine littéraire roman. Merci beaucoup de votre attention.